Lors de ce dîner de famille, tout a basculé d'une manière que je pressentais depuis des années, sans jamais y avoir vraiment fait face jusqu'à ce que cette question retentisse. Ce fut l'étincelle qui, 2 semaines plus tard, m'a conduite à recevoir un appel m'avertissant que ma famille était en grand danger. Et j'ai répondu doucement, par 3 mots seulement. Qui sont-ils? Je m'appelle Kendra, j'ai 34 ans. Et depuis toujours, je pensais que le silence était la meilleure façon de vivre chez moi. J'ai pris mon verre quand mon père s'est penché en avant, l'air de quelqu'un qui attendait le moment idéal pour frapper. D'une voix calme, il a demandé « Est-ce que quelqu'un ici sait qui est la personne la plus inutile de la famille ?» Ma mère est doucement. Elle s'est à peine cachée tandis que mon frère aîné me fixait d'un sourire lent et entendu qui révélait parfaitement de qui il parlait bien avant même que la question ne sorte de sa bouche. Une grimace de douleur familière m'a étreinte, non pas de surprise, mais parce que j'avais parfaitement compris le message. Cette question n'avait jamais appartenu à personne d'autre qu'à moi. Elle n'appelait pas de réponse. C'était là pour me rappeler l'endroit où il pensait que je devais vivre. Je n'ai ni protesté ni cherché à me défendre. J'ai repoussé ma chaise d'un souffle calme, laissant le silence soudain s'installer entre nous tandis que je quittais la salle à manger. J'ai monté les escaliers, rassemblé les quelques affaires essentielles, puis me suis dirigé vers la porte d'entrée sans dire un mot. Partir me semblait à la fois impossible et nécessaire, comme un choix qui mûrissait en moi depuis des années avant d'être enfin révélé. Avant de vous raconter ce qui s'est passé après ma sortie ce soir-là, dites-moi ceci. Si on vous lançait ces mots, resteriez-vous ou partiriez-vous comme moi? Il y a des années, alors que les habitudes de notre foyer étaient déjà ancrées dans un silence absolu, j'ai commencé à comprendre que chacun de nous s'était vu attribuer un rôle bien avant d'en saisir toute la portée. Mon frère Derek se comportait avec l'aisance de quelqu'un qui n'avait jamais douté de sa place. Chaque réunion de famille semblait naturellement converger vers lui. À tel point que l'atmosphère de notre maison changeait au gré de ses envies et de ses besoins. Mon père, Martin, disait souvent aux visiteurs que Derek était promis à un brillant avenir, car il avait le dynamisme et le charisme nécessaires pour inspirer les autres. Lorsqu'il le disait, sa voix était empreinte d'une fierté sereine, de celle qui laissait présager le succès qui suivrait Derek sans qu'il ait à fournir le moindre effort. Quand j'accomplissais quelque chose d'important à mes yeux, qu'il s'agisse d'un compliment d'un professeur ou d'un projet sur lequel j'avais travaillé dur, la reconnaissance espérée était rarement durable. Ma mère, Hélène, hochait poliment la tête avant de recentrer la conversation sur Derek, persuadée qu'il était né avec un don qui le mènerait plus loin que la plupart. Sa foi planait en filigrane sur chacune de nos interactions, et même enfant, je sentais à quel point elle influençait son regard sur nous deux. Un après-midi en particulier me reste en mémoire. Derek s'était inscrit à un petit concours de bénévolat sans presque aucune préparation, et lorsqu'il est rentré avec un simple certificat, mes parents ont fêté ça comme s'il avait accompli un exploit monumental. Une semaine plus tard, à mon retour avec une médaille universitaire, fruit de mois d'efforts, l'instant passa vite avant que la conversation ne reprenne sur l'avenir de Derek. Le changement était si subtil qu'un observateur extérieur ne l'aurait peut-être pas remarqué, mais pour moi, il rappelait ma place au sein de notre famille. Mon père tentait parfois d'atténuer ce déséquilibre par des conseils qu'il pensait utiles. Pourtant, je ressentais le poids de ses paroles. Il m'encourageait à rester pragmatique et à ne pas trop m'éloigner du réalisme. Son ton était doux, mais pour une enfant en quête de reconnaissance, ses conseils ressemblaient à une barrière silencieuse de plus. Ma mère était persuadée que Derek possédait les qualités nécessaires pour réussir sans difficulté. Elle confiait à ses amis qu'il avait un don naturel pour saisir les opportunités et une assurance qui attirait les gens. Chaque fois qu'elle le disait, j'écoutais en silence, consciente que ce qu'elle admirait chez lui, elle le recherchait rarement chez moi. Malgré l'insistance de mes parents quant à notre avenir, c'est ma tante Marlène qui a allégé ce fardeau. Elle n'a jamais ouvertement contesté mes parents, mais son écoute me faisait me sentir moins invisible. Elle s'enquérait de mes études et de mes passions, et son attention m'offrait un répit, un espace où je pouvais respirer, même si cet espace n'existait que lorsque nous étions toutes les deux. En grandissant, le contraste entre la façon dont ma famille nous traitait, Derek et moi, s'est accentué. Ces habitudes s'étaient ancrées bien avant que je n'en comprenne l'impact. Et malgré mes efforts d'adaptation, une douleur sourde m'a accompagné tout au long de mon enfance. À la trentaine, ma vie s'était installée dans un rythme paisible qui passait inaperçu auprès de ma famille. Pourtant, ce rythme me procurait un sentiment de sens auquel je m'accrochais discrètement. Mon travail de coordinatrice de sinistre exigeait une concentration intense, de longues heures passées à examiner des dossiers complexes et à gérer des clients souvent dépassés par des procédures qu'ils comprenaient à peine. Ce n'était pas un emploi prestigieux ni synonyme de promotion spectaculaire, mais il me garantissait un revenu stable et une routine prévisible, me permettant de construire une vie simple et indépendante, sans dépendre de personne.
J'ai vécu modestement car je comprenais la valeur de chaque dollar gagné. Je cuisinais à la maison, gardais ma vieille voiture pendant des années, évitais les achats en ligne superflus et choisissais des objets pratiques pour mon appartement plutôt que de simples décorations. Ces habitudes m'ont permis de constituer des économies dont je ne parlais presque jamais, car dès que le sujet de l'argent était abordé en famille, la conversation dérivait rapidement sur Derek et la nouvelle opportunité qu'il pensait être prêt à saisir. Malgré mon train de vie tranquille, j'ai soutenu ma famille dans les moments difficiles, même si elle réalisait rarement ce que cela impliquait pour moi. Quand papa a eu un problème avec sa voiture et s'est plaint d'une facture de réparation imprévue, j'ai payé la totalité, le laissant croire que le garage lui avait simplement accordé une généreuse réduction. Quand Derek a hésité à s'inscrire à une formation courte car les frais d'inscription lui semblaient trop élevés ce mois-là, j'ai avancé les frais et ne lui ai rien dit avant la réception du courriel de confirmation. Il m'a remercié brièvement. Pourtant, la conversation a vite changé de sujet et j'ai eu l'impression que mon aide était perçue comme une évidence plutôt que comme quelque chose qu'il appréciait vraiment. Maman avait elle aussi son lot de dépenses imprévues qui la pesaient, même si elle les minimisait. J'ai réglé plusieurs de ses factures médicales et dépenses courantes, la laissant croire que les montants étaient inférieurs à ce qu'elle avait prévu. Son soulagement était de courte durée. Elle reprenait aussitôt ses conversations sur les voisins ou les courses, comme si le problème n'avait jamais existé. Pendant tout ce temps, mes parents se sont rarement souciés de mon travail ou de savoir si je supportais mal de vivre seul. Ils supposaient que tout allait bien pour moi, car je ne laissais rien paraître de mes difficultés, et mon silence leur permettait de reporter leurs préoccupations ailleurs. Ma place dans la famille est restée exactement la même, stable, mais insignifiante à leurs yeux, pourtant importante sans qu'ils s'en rendent compte. La seule personne qui a perçu ce déséquilibre sans me mettre mal à l'aise était ma tante Marlène. Elle m'invitait parfois à dîner, m'écoutait sans m'interrompre et devinait ce que je préférais ne pas dire ouvertement. Elle comprenait combien il était épuisant de porter des responsabilités sans reconnaissance. Et pourtant, elle respectait mon choix de garder ses fardeaux pour moi. Sa présence ne comblait pas la distance qui me séparait de ma famille, mais elle me rassurait sur la validité de mes sentiments, même si personne à la maison ne les remarquait. Je continuais d'espérer qu'un jour mes parents prendraient conscience de la stabilité que j'avais si durement bâtie. Au lieu de me focaliser uniquement sur ce qui, à leurs yeux, me manquait, cet espoir restait discret et jamais criard. Il demeurait en moi, paisiblement tapi dans un coin tranquille de mon esprit, patient et silencieux, attendant un moment qui, au fil des années, semblait ne jamais venir. Ce vendredi soir serait simple, un de ces dîners de famille tranquilles qui se déroulaient généralement sans tension. Pourtant, une légère pesanteur m'envahit en entrant dans la salle à manger, où mes parents prenaient place. Derek ajustait sa chaise avec la même aisance naturelle qu'il affichait partout, et Marlène choisissait une place au bout de la table, comme si elle espérait que sa présence contribuerait à la sérénité de la soirée. Je pris la dernière chaise libre et tentai de respirer normalement, mais une atmosphère particulière me rendait plus consciente du moindre mouvement autour de moi. Les premières minutes s'écoulèrent au rythme d'une conversation banale, de ces échanges informels qu'on utilise pour paraître proche des gens, même si l'on n'écoute guère. Je répondis à quelques questions sur le même ton que j'avais appris à employer pour garder mon sang-froid. Derek raconta sa semaine avec une fierté décontractée qui semblait naturelle, et mes parents acquiescèrent d'un hochement de tête si spontané qu'on aurait dit qu'ils s'y étaient entraînés pendant des années. Marlène observait en silence, et je sentais qu'elle encaissait plus qu'elle ne laissait transparaître. Papa finit par poser sa fourchette avec un calme délibéré qui plongea la pièce dans un silence pesant, sa posture se modifiant comme s'il s'apprêtait à faire une déclaration qui, pensait-il, allait décider de quelque chose d'important. Il nous regarda chacun avec une intensité qui paraissait calculée, mais son regard s'attarda sur moi plus longtemps que nécessaire. Lorsque le silence devint pesant, il finit par demander « Savez-vous qui est la personne la plus inutile de la famille ?» La question ne broncha pas. Elle fit mouche, ne laissant planer aucun doute sur ses intentions. La première réaction de Derek fut un rire sonore empreint d'une arrogance insupportable, comme si l'instant présent n'existait que pour le divertir. Maman tenta de paraître attentive à son repas, mais ses yeux restèrent rivés au sol, et elle retint son souffle, confirmant qu'elle savait déjà où la question allait mener. Papa ne se répéta pas et n'édulcora pas ses propos. Il laissa simplement les mots s'installer entre nous, comme si le silence qui suivit faisait partie intégrante de son message. Tous me regardèrent et rirent. Le rire n'était pas fort, mais il me transperça d'une force telle qu'il réduisit à néant toutes les excuses que j'aurais pu trouver pour justifier leur comportement. Ce n'était ni une remarque anodine, ni une émotion soudaine. C'était délibéré, mesuré, et prononcé avec une clarté que je ne pouvais plus ignorer. J'avalai ma salive avec difficulté avant de repousser ma chaise assez lentement pour que personne ne puisse m'accuser d'impulsivité. Mes jambes étaient lourdes,
mais je m'efforçais de garder un pas assuré en me levant de table. Derek continuait de sourire, satisfait comme quelqu'un qui, à ses yeux, confirmait sa place dans la famille, tandis que maman déplaçait nerveusement sa serviette sans jamais m'atteindre. Papa restait silencieux, certain que son jugement se suffisait à lui-même. Je montais les escaliers sans me retourner, et le couloir familier me parut étrangement lointain lorsque j'entrai dans la chambre qui avait jadis été le cœur de chaque séjour. J'ouvris le placard, pris un sac et commençai à y ranger quelques affaires importantes, en choisissant soigneusement car je savais que je ne comptais pas revenir de sitôt. Mes gestes étaient calmes malgré l'oppression dans ma poitrine, et la répétition du pliage et du rangement m'apaisait plus que n'importe quelle parole réconfortante. Des voix lointaines parvenaient du rez-de-chaussée, mais aucune n'exprimait d'inquiétude. Je fermai mon sac, jetai un dernier coup d'œil à la pièce et retournai dans le couloir avec une lucidité qui me surprit. Arrivé en bas des escaliers, Marlène m'attendait, un silence compréhensif sur le visage. Elle me raccompagna et referma la porte derrière nous, délicatement, comme pour me protéger des échos à l'intérieur. Elle m'a simplement demandé si j'avais un endroit sûr où aller, et j'ai acquiescé d'un signe de tête, car une réponse plus longue aurait pu laisser mes émotions s'enflammer d'une manière que je ne pouvais me permettre. Sa présence a adouci le poids de l'instant, sans toutefois pouvoir effacer la vérité qui s'était enfin révélée. Je me suis dirigé vers ma voiture, mon sac à la main, consciente que marcher n'était plus un choix, mais la seule voie qui me restait. Le lendemain matin, un silence inhabituel régnait. Ce silence m'enveloppait d'une manière qui me procurait une sensation de légèreté inattendue, comme si la pièce elle-même s'était agrandie pour me laisser respirer après une nuit qui avait dépassé toutes mes forces. Je me suis réveillé sur le lit d'appoint de la petite chambre d'amis de Marlène, encore partagée entre l'épuisement et le soulagement. Le silence me rappelait tout ce qui s'était passé la nuit précédente, lointain par moments et douloureusement vif par d'autres. Je me suis assise lentement, m'accrochant au calme fragile qui commençait à se former en moi. En sortant de la chambre, j'ai trouvé Marlène dans la cuisine. Elle préparait le café avec son silence et sa constance habituelle, une façon de faire qui rendait toujours sa présence plus palpable que n'importe quel mot. Elle me regarda avec douceur, sans jamais me demander d'explication. Je la remerciai de m'héberger pour la nuit, et elle hocha légèrement la tête, comme si elle comprenait plus que je ne pouvais l'exprimer. Le calme de la cuisine me permettait de respirer plus facilement. Pourtant, il réveilla aussi des pensées que j'avais refoulées pendant des années. Des choses que je n'avais jamais pris le temps de remettre en question, même si elles avaient façonné une grande partie de ce que j'acceptais. Lorsqu'elle entra dans le salon pour répondre à un appel, j'ouvris mon application bancaire et commençai à passer en revue toutes les obligations que j'avais assumées sans le savoir pour ma famille. Je vis des virements automatiques que j'avais presque oublié d'annuler, inscrits dans mon agenda, et des prélèvements mensuels qui s'étaient peu à peu immiscés dans mon quotidien. Parfois, j'avais du mal à croire que ces responsabilités étaient devenues si facilement une partie intégrante de ma routine, si familière que je me demandais rarement si elles m'appartenaient vraiment. Une légère crampe m'a serré la poitrine en prenant conscience de cette vérité, suivie d'une clarté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Ma première démarche a été de retirer mon nom du prêt que je partageais avec mon père. J'ai appelé la banque, répondu à une longue série de questions de vérification et patienté dans un silence pesant. Lorsque le conseiller m'a confirmé que mon nom avait été retiré du compte, quelque chose a changé en moi. Ce n'était ni du triomphe ni de la colère. C'était la certitude sereine d'avoir récupéré une petite, mais précieuse, part de moi-même. Ensuite, je me suis connecté à la plateforme du cours que suivait Dererick et j'ai annulé le plan de paiement que j'avais mis en place des mois auparavant. Je savais qu'il pensait rarement au fait que ces frais provenaient du sacrifice de quelqu'un d'autre, et j'ai compris que j'avais contribué à laisser cette idée se répandre sans la remettre en question. Mettre fin au paiement n'a pas engendré de culpabilité. Au contraire, cela a créé un espace pour une stabilité inattendue. Après cela, j'ai ouvert un site web immobilier et j'ai commencé à chercher mon propre appartement. J'ai cherché un endroit qui corresponde à mes revenus, à mes habitudes et au rythme paisible que je souhaitais pour ma vie. J'imaginais des fenêtres laissant entrer la lumière du matin, un petit coin tranquille où lire sans être dérangé, et une cuisine qui me soit vraiment propre, et non le prolongement du chaos qui me suivait toujours de chez moi. L'annonce commençait à disparaître, mais cette recherche m'emplissait d'un sentiment prudent d'espoir. Elle me rappelait que ma vie pouvait être plus riche que les responsabilités que j'avais assumées par habitude plutôt que par amour. Quand Marlène est revenue, elle a posé une tasse de thé fumante devant moi et s'est assise à table sans interrompre mes pensées. Elle ne m'a pas suggéré de revenir sur ma décision, ni de faire des concessions. Elle a simplement dit que je méritais la paix et qu'elle soutiendrait tout choix qui me la rapprocherait. Ces paroles m'ont marqué, non comme un fardeau, mais comme une promesse d'avenir plus authentique. Ce matin-là, enveloppé de silence et de la présence rassurante de Marlène,
j'ai compris que prendre mes distances avec ma famille n'était pas une trahison. C'était le premier pas vers le choix de moi-même après des années à faire semblant de ne pas souffrir. L'étrange silence ne m'effrayait plus. C'était comme une porte qui s'ouvrait. De retour chez mes parents, la réalité m'a frappé de plein fouet. L'effet domino de mon absence a atteint leur porte plus vite que prévu, et le premier coup dur fut une enveloppe timbrée par le fisc. Maman l'ouvrit après le petit déjeuner, la voix tremblante, en essayant de lire le message. Elle la tendit à papa, qui murmura une longue question confuse. Comment pouvait-il devoir autant d'argent après des années à remplir ce qu'il pensait être de simples formulaires? Derek jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et marmonna que ça n'avait aucun sens. Bien que la frustration dans sa voix trahisse plus de peur que de logique, une lourde incertitude s'installa dans le salon avant même que quiconque ne prenne la parole. Le second choc survint quelques heures plus tard, lorsque Derek reçut un appel du concessionnaire où il avait financé sa voiture. Marlène m'apprit que Derek avait mis le haut-parleur et que le conseiller lui avait expliqué qu'il avait manqué plusieurs paiements. La femme a averti que le véhicule serait saisi si le solde n'était pas réglé rapidement. Derek a crié qu'il n'avait jamais eu de retard de paiement, et la représentante a répondu calmement que leur dossier prouvait le contraire. Maman a essayé de le calmer en disant qu'il devait s'agir d'une erreur, mais Derek a haussé le ton et a insisté pour que quelqu'un règle le problème car il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Maman était confrontée à ses propres soucis cet après-midi-là. Une de ses aides-soignantes a appelé au sujet d'une facture impayée avec intérêt. Elle a expliqué qu'elle avait toujours suivi ses factures, mais la personne au téléphone l'a informée que plusieurs messages étaient restés sans réponse. Maman a murmuré qu'elle ne comprenait pas pourquoi cela se répétait, et papa a demandé s'ils avaient confondu son dossier avec celui d'un autre patient. La personne au téléphone l'a assuré que tout correspondait. Le poids de l'appel a plongé maman dans un long silence, et papa l'a regardée comme s'il attendait une solution qu'elle ne pouvait pas lui apporter. Tard dans la soirée, papa est rentré d'un service supplémentaire qu'il avait accepté au pied levé. Il posa sa veste sur une chaise et admit que, malgré ses heures supplémentaires, il ne parvenait toujours pas à faire face aux dépenses soudaines qui s'accumulaient dans la maison. Derek arpentait la pièce, demandant à son père pourquoi tout leur arrivait d'un coup. Sa mère tenta de les calmer, mais sa voix se brisa. Marlène me raconta plus tard que leur frustration ne cessait de croître, chacun rejetant la faute sur un responsable différent. Au beau milieu de cette dispute, Derek déclara que la maison était toujours restée figée parce que quelqu'un s'occupait des détails qu'il n'avait jamais le temps de gérer. L'allusion plana suffisamment longtemps pour que son père demande de qui il parlait. Derek esquiva la question, mais la réponse était évidente pour tous, et un silence gênant s'installa. Sa mère finit par murmurer que la situation n'avait jamais été aussi chaotique. Son père demanda ce qui avait changé. Derek expira bruyamment et se tut. Le silence s'étira jusqu'à ce que Marlène, passée rendre un objet emprunté, comprenne ce qui s'était passé. Elle sortit avant qu'il ne la remarque et m'appela une fois dans sa voiture. Sa voix était empreinte de cette douceur qu'elle employait toujours lorsqu'elle voulait me dire la vérité sans me blesser. Elle m'a expliqué que mes parents étaient débordés, que Derek paniquait et que toute la maison s'était effondrée en une seule journée. Je lui ai demandé à quel point la situation lui paraissait grave, et elle m'a répondu avec une honnêteté bouleversante. Elle a dit que le problème n'était ni les factures, ni les avis, ni les retards de paiement. Le vrai problème, c'était qu'ils avaient bâti leurs habitudes sur l'hypothèse que je gérerais toujours tout sans qu'on me le demande. Ces mots m'ont marqué longtemps après la fin de la conversation, non pas parce qu'ils m'avaient choqué, mais parce qu'ils m'ont enfin fait comprendre que le chaos qui régnait chez mes parents durait depuis des années. Mon absence n'avait pas créé cette instabilité, elle l'avait simplement révélée. 2 semaines plus tard, tout était différent. J'ai franchi la porte de mon nouvel appartement après avoir signé le bail plus tôt dans la matinée, et un calme profond m'a enveloppé, une atmosphère presque étrange. L'immeuble se trouvait à quelques rues de mon bureau, ce qui signifiait que mes journées ne commenceraient plus par un trajet stressant ni par la conscience constante d'un emploi du temps dicté par les besoins des autres. L'espace lui-même baignait dans un silence auquel je n'avais pas à lutter, et le vide des pièces était accueillant plutôt que solitaire. J'ai posé ma petite boîte contenant le nécessaire sur le plan de travail de la cuisine et me suis laissé imprégner par le fait que c'était le premier endroit que j'avais choisi sans penser à personne d'autre. Pendant la première heure, j'ai lentement parcouru les pièces, effleurant les cadres des fenêtres, testant les lumières et imaginant les moments futurs qui pourraient s'y installer. Ma respiration s'est approfondie à mesure que l'idée de vivre libérée du poids des obligations financières liées à ma famille devenait une réalité tangible, ne laissant aucune place au doute. J'ai disposé quelques affaires essentielles, rangé mon sac de travail près de la porte et réalisé avec une certitude grandissante que rien dans cet appartement ne me rappelait le chaos que j'avais laissé derrière moi. Pendant un long moment, je suis resté immobile, laissant le silence s'installer en moi comme un trésor mérité plutôt qu'emprunté. Plus tard dans l'après-midi,
Alors que le soleil inondait le salon, mon téléphone sonna. Le nom de Marlène s'affichait à l'écran. Je répondis en m'affalant sur le canapé, me préparant à entendre sa voix douce. Elle expira avant de parler, et son ton était empreint d'une intensité que je reconnaissais désormais. « Ça ne fait qu'empirer chez tes parents », dit-elle. Chaque mot était prononcé avec inquiétude. Elle ne cherchait pas à dissimuler sa peine. J'attendis, sentant qu'il y avait autre chose, et la laissai poursuivre à son rythme. « Ton père a du mal à gérer ses heures de travail. Ta mère a reçu un autre message concernant les factures médicales. Derek s'est disputé avec eux deux ce matin après qu'une personne du service financier a appelé à la maison. Tout le quartier les entend. » Son récit me submergea sans la vague de responsabilité familière qui, d'habitude, guidait chacune de mes réactions. Je posai mon coude sur l'accoudoir du canapé et fermai les yeux, consciente qu'elle gardait le silence pour me laisser de l'espace. Quand je pris enfin la parole, ma voix me parut plus claire que depuis des années. Qui sont-ils? La question n'était pas posée par méchanceté. Elle découlait du constat que leur choix ne dictait plus ma conduite. Marlène n'a pas cherché à adoucir le moment ni à le détourner, et j'ai apprécié son acceptation silencieuse plus qu'elle ne l'imaginait. Elle m'a expliqué qu'elle appelait simplement pour me tenir au courant de la situation, et non pour que j'intervienne. « Tu mérites de vivre ta vie », a-t-elle dit d'une voix posée qui m'a rassuré. Ils doivent comprendre ce que signifie être autonome. J'ai acquiescé, même si elle ne voyait pas que ces paroles contribuaient à créer un léger vide dans le calme que j'avais commencé à instaurer. Avant de raccrocher, elle a ajouté une dernière pensée, d'un ton doux plutôt que persuasif. Préserve ta tranquillité. Elle est précieuse. Après l'appel, j'ai posé mon téléphone sur la table et supprimé tous les messages vocaux et autres messages de la semaine précédente. Plusieurs étaient arrivés avec des exigences acerbes, notamment un de Derek qui disait « Tu ne peux pas abandonner ta famille comme ça », et un autre de mon père qui insistait « Rentre à la maison et arrange ça ». Les mots n'avaient plus la même force qu'avant, et je n'ai pas hésité avant de bloquer chaque numéro. Ce geste semblait définitif et pourtant simple, comme fermer une porte qui n'aurait jamais dû rester ouverte aussi longtemps. Ce soir-là, en rangeant quelques assiettes dans le placard, j'ai compris que l'absence de leur voix ne créait pas un vide. Elle créait un espace. Les conséquences qui attendaient mes parents et Derek leur appartenaient désormais entièrement, et ma vie ne tournait plus autour de la réparation de ce qu'ils refusaient d'assumer. L'appartement restait silencieux, mais ce silence ne m'était plus étranger. Il était mérité, stable et mien. Aujourd'hui, avec le recul, je comprends le prix du silence. Ma vie actuelle est le fruit de choix qui auraient dû être faits depuis longtemps, des choix qui m'ont permis de m'éloigner d'un schéma qui me stabilisait. Mes journées s'écoulent avec une stabilité que je ne connaissais pas auparavant, une stabilité façonnée par un travail qui, enfin, me semble durable plutôt qu'épuisant. Je traite chaque affaire avec plus de clarté car mon énergie n'est plus dispersée dans des problèmes que je n'ai jamais eu à résoudre. Le poids qui pesait sur mon esprit s'est allégé, révélant à quel point je vivais autrefois dans un épuisement profond, sans jamais le nommer. Garder le cap n'est plus un combat quotidien, et même les routines les plus simples me semblent plus ancrées dans le présent, car elles m'appartiennent pleinement. Mon appartement est devenu un havre de paix où je peux enfin entendre mes pensées. La lumière du matin inonde le salon, et le silence qui m'effrayait jadis est désormais un précieux réconfort. Je cuisine par plaisir, et non par obligation financière. Je vis à mon propre rythme, et ce sentiment de maîtrise me fortifie à chaque fois que je le constate. Je travaille, je me repose et je planifie ce qui compte vraiment pour moi, au lieu de porter le fardeau de responsabilités qui ont occulté mes besoins. Le calme qui m'entoure n'est pas l'absence de défis, mais le fruit du lâcher-prise face à des obligations jamais reconnues ni honorées. Tandis que mes parents et Derek continuent d'assumer les conséquences de leurs choix, je ne suis plus un obstacle entre eux et la réalité. Les factures leur parviennent comme il se doit. Les échéances leur incombent désormais. Ils gèrent leur compte sans attendre mon intervention, et mon silence a rendu cette séparation insurmontable. Je ne ressens ni haine ni vengeance à leur égard, simplement la ferme conviction que la distance est la meilleure réponse que je puisse leur apporter. Marlène entend parfois parler de leur situation par les voisins, mais elle ne me presse plus de revenir ni de réparer ce qui n'a jamais été à moi. Elle respecte l'espace que j'ai créé, et ce respect donne à cette limite sa forme définitive. Ce que j'ai appris de tout cela est simple, mais difficile à mettre en pratique. Un lien familial ne justifie pas de renoncer à ses limites. La persistance silencieuse n'engendre ni amour ni sacrifice, mais la réciprocité épuise une personne au point qu'elle en oublie qui elle est. Fixer des limites n'est pas un acte cruel, mais une affirmation de la valeur du travail émotionnel. Prendre du recul par rapport à des schémas toxiques est une forme de respect de soi, et nul besoin de s'excuser pour avoir choisi la paix plutôt que l'obligation. Merci de m'avoir accompagné tout au long de mon récit.
Votre temps et votre présence comptent plus que je ne saurais l'exprimer en un seul souffle. Et j'espère que mon expérience vous aidera à réfléchir à vos propres limites avec plus de compassion envers vous-même. Si un aspect de ce texte vous a interpellé, je vous invite à partager vos réflexions. Votre point de vue compte, et votre témoignage pourrait être le rappel dont quelqu'un d'autre a besoin.